dégradé du service public. Et puis, il cherche aussi à opposer les usages. Voilà, on est en direct. Bonsoir à tous et toutes, à tous et toutes, chacun, chacune, en ce soir du 7 décembre. Voici, on va démarrer la 7e émission de Sans peur et sans paf. On est accompagné aujourd'hui d'un échantillon magnifique et ça constitue l'une des particularités de cette émission ce soir, durant laquelle on va parler de l'école, de la situation à l'école et de la situation des élèves et des enseignantes. J'aimerais juste signaler encore qu'on est extrêmement aligné avec l'actualité fribourgeoise puisqu'on a commencé nos premières émissions contre les mesures d'assainissement à la Bénichon. Et aujourd'hui, on va parler de l'école et des enfants le lendemain de la Saint-Nicolas. Donc, ouais, c'est quasi du professionnalisme. Donc j'ai dit, une des particularités de cette soirée, tout le monde a été à l'école. Ça veut dire que tout le monde a un peu un avis sur la problématique de l'école, le rôle des enseignants-enseignantes, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas. Donc, nous, de notre point de vue, voilà, on aimerait vous entendre. Et c'est pour ça qu'une nouvelle fois, on invite des gens du terrain pour nous parler de leur situation, puisque le but de cette émission, c'est de parler du service public, que les conseillers d'État disent vouloir fort, mais que dans les faits, on a quand même l'impression qu'ils ne font pas tout ce qu'il faut pour que ça soit des services publics forts. Donc, on fait l'état des lieux un peu avec vous. Alors, merci encore une fois d'être venus. Je vous présente à tous et toutes Noémie, qui est enseignante de ACT, ouais, de Colette, voilà, qui est jeune retraitée, qui a enseigné pendant 41 ans. 41 ans, oui. 41 ans, plutôt à la campagne. Noémie est en ville. Et Léonie, bienvenue, merci, qui enseigne depuis 7 années en ville aussi. Exactement. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et évidemment que la première question qu'on aimerait vous poser, puisqu'on a cette chance d'avoir un peu beaucoup d'expériences d'enseignement accumulées, et puis 3 enseignantes qui se situent avec, on va dire, une trajectoire un tout petit peu différente. La première question, ça concerne l'évolution. On sait tous, on voit bien que la société, elle change, que les besoins, ils changent, les besoins des élèves. Et on aimerait savoir quel regard vous jetez sur cette évolution. Peut-être d'abord Colette, qui a traversé... Tu as commencé quand à enseigner ? Alors, j'ai commencé en 1984. Ah ouais. J'avais 19 ans. Juste 19 ans. À l'époque, on recevait une classe quand on avait fini l'école normale. Et puis moi, j'étais spécialiste de la petite enfance, donc j'ai fait l'école normale 2 pour enseigner en classe enfantine. Je suis toujours restée dans ce niveau-là, d'ailleurs. Alors, par rapport aux changements, en effet, des gros changements. Qu'est-ce que je vais dire surtout comme changements principaux ? Alors, moi, j'ai toujours enseigné en campagne. Et puis, les gros changements, outre l'évolution de la pédagogie, je relèverais surtout l'évolution de la société quand même, donc des enfants qu'on recevait, qu'on reçoit, qu'on a reçus, avec lesquels on bossait. Alors, quand même, chaque élève avec ce qu'il est, avec tout ce qu'il a reçu comme terrain propice ou non, et élève en devenir. Donc, c'est quand même une base avec laquelle j'ai quand même tiré mes 41 ans avec des convictions vraiment par rapport à consacrer du temps à chacun et chacune, à ce qu'il est en devenir. Mais les gros changements que je pourrais relever, c'est surtout au niveau administratif, paperasse, surveillance, avec des guillemets, mais surtout surveillance, plutôt je relèverais par rapport aux moyens d'enseignement.
quand je suis sortie, alors nous, on était formés à fond pour la petite enfance, donc 0 à 6 ans. Et puis, on avait des objectifs, mais on était formés à être créatives pour atteindre ces objectifs. Alors, ça reste peut-être quelque chose qu'on peut encore faire, ça c'est sûr, mais maintenant, il y a beaucoup de moyens d'enseignement qui nous sont donnés un peu top-down, et puis on peut, ou non, mais en tout cas, on est formé pour, on peut les utiliser plus ou moins. Voilà. Mais ça, c'est une grosse charge qui est différente par rapport à des attentes de l'école quand même, c'est s'adapter aux élèves qu'on a. Et je pense qu'avant, dans mes jeunes années d'enseignante, je ne pouvais plus le faire parce que j'étais libre d'atteindre les objectifs comme je le voulais. Voilà, ça c'est un gros changement. La société, sinon, mais je passe la suite à d'autres. Alors, merci déjà pour l'accueil. Je suis très contente d'être là. C'est une première expérience pour moi à la radio, donc j'espère que je vais être à la hauteur. Sur Twitch, pas à la radio, sur Twitch. En plus. Pas qu'à la... C'est vrai. Pour moi, l'école, elle doit vraiment urgemment s'adapter à notre nouvelle époque. C'est vraiment, on a tous constaté que c'est une époque en plein changement et en gros changement. Je pense qu'on demande maintenant à l'enseignant un travail peut-être qui est un petit peu pharaonique en fait. Parce que en tant que titulaire de classe à l'époque, j'enseignais à l'école enfantine également. J'ai tout à coup eu une charge de travail qui s'est accumulée parce qu'on nous a tout à coup demandé de s'adapter à chacun et chacune de nos élèves, ce qui est extraordinaire dans l'absolu. C'est clairement ça que j'avais envie de faire dans mes classes enfantines, sauf que s'adapter à chaque petite main, à chaque petit cœur et à chaque petit cerveau quand on est seul avec 24 élèves, en fait, moi, je me suis retrouvée complètement submergée par le travail que j'avais envie de fournir. Je me retrouvais à passer des soirées entières jusqu'à 22h à l'école pour créer du matériel supplémentaire pour un enfant qui n'avait pas compris une notion. Enfin, bref, moi, je me suis un peu perdue, je dois dire, à vouloir faire ce travail avec tout mon cœur. Et puis, comme tu as très justement tout à fait dit les choses, l'école enfantine a énormément évolué. On nous a aussi beaucoup imposé des choses. Pas que à l'école enfantine, d'ailleurs. On nous a imposé des réformes que nous, dans le terrain, on n'a pas comprises. Et puis, qui sont venues, quelque part, nous mettre un peu des bâtons dans les roues, en fait, dans notre travail du terrain avec nos élèves. Moi, je pense que la gestion, elle est de plus en plus complexe. On nous demande de gérer de plus en plus de choses aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de ressources à l'école, mais qu'actuellement, il faut vraiment revoir tout ce système d'aide, tout ce système de ressources. Il faut que le paradigme entier, en fait, change. Parce que comme ça, je vois mes collègues, maintenant, j'ai la chance de ne plus être titulaire. Donc, c'est quand même un travail qui est plus... léger, on va dire, mais je vois bon nombre de mes collègues qui sont vraiment épuisés, actuellement. Donc, des gros changements. Alors moi, j'arrive là avec un peu moins de recul que mes collègues, mais pour les 7 années que j'ai vécues sur le terrain, je pense pouvoir dire maintenant que ça a été assez chaotique. Je vis une volée actuellement qui est super et que je savoure, mais je sais aussi, je le vois en discutant avec d'autres que ce ne sera pas comme ça tout le temps. Donc je profite du moment présent, mais c'est vrai que ça m'apporte pas mal d'inquiétude pour la suite. Et je suis en constante réflexion sur la manière de travailler, sur ce que je fais juste, ce que je fais faux, ce que je peux améliorer. C'est pas toujours confortable et je trouve regrettable pour un début de carrière et je parle pour moi, mais j'échange énormément avec des copines ou avec des collègues et c'est quand même de manière générale pas mal le cas qu'on a des volets hyper difficiles et pas les moyens de faire comme on le souhaiterait. On a beau voir des choses qu'on pourrait améliorer, mais on n'a pas les moyens, on nous donne pas les moyens, donc je tiens bon parce que je crois vraiment qu'on a quelque chose à faire de magnifique dans ce métier, mais pour l'instant, c'est pas optimisé. Voilà comment je débute la carrière. Une des choses qui me paraît avoir évolué, de mon point de vue, anciennement, le rôle de l'enseignant était relativement clair.
C'était une espèce de figure d'autorité comme ça qui s'occupait de l'enseignement. Et j'ai l'impression, alors vous allez nous dire, que l'aspect éducatif des enfants, en fait que la relation entre la maison, l'école, l'enseignement, l'éducation est devenue beaucoup plus poreux et que les rôles sont beaucoup moins définis. Donc, engendre peut-être des difficultés. Vous avez des choses à dire peut-être là-dessus ? Moi, je pense que c'est tout bénef d'ouvrir l'école aux parents. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup travailler avec mes parents d'élèves. Après, effectivement, comme tu le dis très justement, je pense qu'il y a des cadres à mettre. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à redéfinir des rôles et puis à vraiment travailler main dans la main avec les familles. Et ça, pour l'instant, malheureusement, dans notre système, c'est assez... on n'a plus beaucoup de temps, en fait, pour le faire. Mes collègues enseignants, ils voient les parents 20 minutes, ils essayent de dire un maximum de choses. Et après, c'est difficile de créer une vraie collaboration avec les familles. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment une des clés de la réussite, en fait, du développement de l'enfant. Après, comme tu le dis très justement, l'éducation, c'est des vagues, c'est des modes éducatives, comme dans les fringues. Et là, on a eu toute une vague de modes éducatifs avec l'enfant roi. Et en fait, on constate maintenant, enfin, je crois que je ne suis pas la seule à le dire, que l'enfant est plus tellement... n'arrive plus très bien à trouver sa place, en fait, dans cette école. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, par rapport au rôle éducatif, c'est bel et bien une mission de l'école. Donc, on a la mission d'apprentissage et la mission éducative qui est vraiment spécifiée maintenant dans notre tâche, dans notre métier. Depuis qu'on a reçu depuis que les enfants commencent l'école plus tôt, donc en 1H, donc c'est des enfants plus jeunes, de 4 ans, 4 ans et demi, le rôle éducatif est encore plus important. On a par exemple des élèves qui ne sont pas tout à fait propres, on a des élèves qui ont un éducatif léger ou surdoté, enfin je ne sais pas comment exactement dire, et puis ça complexifie vraiment beaucoup. Moi, je suis d'accord avec toi, Noémie, que prendre les parents avec, c'est vraiment important, pas seulement pour les entretiens, mais essayer de les faire venir à l'école, voilà, mais de plus en plus, enfin, en campagne un peu moins, je pense, mais les écoles sont un peu barricadées, les parents doivent rester jusque-là, et ils n'ont pas le droit de venir trop. Si les parents viennent trop, on se sent un peu, peut-être ils arrivent à la DER, enfin, de quoi ils viennent s'en mêler, on est peut-être un peu plus craintif, mais en tout cas, à l'époque où j'enseignais comme jeune enseignante, il y avait beaucoup les parents qui venaient plus, ou dans les vestiaires, aider. Et puis, finalement, c'était aussi une aide bénéfique. Bah, pourquoi pas ouais. Parce que quand on monte dans la classe, puis qu'on a les 22, 24, alors maintenant, on a des demi-classes quand même passablement dans la semaine, mais ils sont plus jeunes. Si on doit coacher l'habillement, le déshabillement, les toilettes, enfin, des petites choses, les matinées qui se sont passées mal à la maison, comment faire avec toute cette équipe. Et puis, ouais, on est quand même peut-être plus vite débordé. Et puis par rapport au rôle de l'enseignant, moi j'ai changé aussi, quand même une différence. J'ai pas subi, moi, de difficultés vraiment réelles, graves avec des parents. Peut-être parce qu'on est en classe enfantine, c'est aussi moins fort. Mais dès que l'évaluation apparaît, je crois que c'est quand même un gros souci. Alors, le lien avec les parents, oui, mais voilà. Donc, je me suis peut-être un petit peu évaporée, mais ça ira. Hein. Merci. Ouais, moi, j'abonde vraiment dans le sens des dires de mes collègues. Et Comment ? T'es gentil avec nous. Mais ouais, je trouve en fait des fois juste difficile avec certaines relations parents-école de trouver la juste place entre faire venir les parents, enfin accueillir les parents vraiment dans l'école et que chacun trouve son rôle là au milieu et en même temps voilà, soutenir leur éducation et non pas l'inverse, parce qu'il y en a aussi certains qui nous ont eu dit « Ah, mais merci d'éduquer nos enfants ». Oui, mais enfin, oui, bien sûr, comme tu l'as dit, ça fait partie de notre contrat, mais on est là pour soutenir l'éducation des parents et non l'inverse.
Et des fois, c'est des choses comme ça qui, après quelques mois de collaboration, ressortent. Et puis, tout d'un coup, on se dit mais mon Dieu, en fait, ils pensent comme ça. Mais et on doit tout recadrer. Et puis, de là découle plein de suivi ou voilà, de collaboration avec les parents, mais auxquelles on n'était pas forcément préparés. Et puis, des fois, il y a des situations un peu lunaires du genre, enfin voilà, qui prennent du temps et puis, voilà, qu'on voudrait pouvoir laisser de côté au profit de l'enseignement. Mais c'est quelque chose... Enfin, moi, j'ai commencé directement comme ça. En 7 ans, je ne peux pas dire que c'est évolué. Moi, j'ai énormément vu de choses et peut-être appris à travers des situations problématiques et ça continuera jusqu'à la fin de ma carrière. Mais fondamentalement, je ne pense pas que c'est beaucoup évolué en 7 ans, mais par contre, c'est quelque chose de très fort et de très présent, ce côté éducatif. Je pense quand même qu'en 7 ans, il y a eu pas mal de changements. On est passé à CLAP. Moi, quand je réfléchissais à cette question, je me disais, on est passé du régent à qui on disait rien, on respectait, on n'avait jamais un mot à dire, même s'il faisait des graves choses dans sa classe, personne n'osait rien dire, ni réagir, ni rien du tout. Et maintenant, tous les parents ont CLAP, donc c'est des messages qu'on peut s'envoyer en permanence avec nos appareils. C'est un WhatsApp officiel, en fait, si on veut bien. Et du coup, je trouve quand même qu'on est arrivé dans un autre extrême et que ce juste milieu, il faudrait qu'on arrive vraiment à le retrouver parce qu'il y a des parents qui pensent mieux savoir que l'enseignant. Bien sûr, heureusement pas tous, mais c'est vrai que les critiques qui sont entendues chez les enseignants, parfois, ça peut être assez violent. Donc, trouver, encore une fois, on l'a dit toutes les trois, la place de chacun, mais redéfinir les rôles et redéfinir les temps. Moi, j'ai des collègues qui reçoivent des claps à 22h, 22h30, et ça, c'est genre pas du tout possible. C'est une sphère privée qu'il faut pouvoir préserver aussi. Oui, là, ouais. Ouais, c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est qu'au fond, on passe d'un système où il y avait une zone, où les sphères étaient très définies, délimitées. Il y avait d'une part la sphère privée qui relevait des parents, où les profs n'avaient pas vraiment le droit de regarder, même la société, et de l'autre l'école. Et puis que là, on a une sorte de... Les deux sphères commencent à se toucher, puis il y a toute une zone grise, en fait, où les rôles sont, comme vous avez dit, qui demandent à être mieux déterminés. Que ce soit dans la communication avec des applications comme CLAP, mais aussi, et là je repense à ce que tu m'avais dit, Léonie, quand on a préparé l'émission, le fait que désormais, dans les écoles primaires, il y ait des travailleurs sociaux en cercle scolaire, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et puis toi, tu disais que ça t'aidait dans ton travail. Est-ce que tu peux parler un peu de ça ? Oui, chez nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on a une travailleuse sociale qui a commencé à 25%. Maintenant, elle est à 50% pour, sauf erreur, 450 élèves. Mais voilà, quand on rajoute une pièce au puzzle qui nous est absolument indispensable et on est vraiment hyper soulagé du fait que cette place existe et puis qu'on a une personne super compétente et formée dans le travail social, en fait, ça crée des besoins. Enfin, ça laisse la place à plein de situations à gérer. Mais en fait, maintenant, les enfants ont compris qu'elle était là pour les accueillir et pour les aider et pour nous soulager à travers tout ça. Mais en fait, 50%, c'est plus suffisant. Donc, c'est un rôle qui est primordial et Dieu merci que ça existe enfin. Mais on est peut-être dans une transition. J'espère que ça va continuer d'évoluer puisque ça a déjà doublé de pourcentage en peu de temps. Mais voilà, c'est vraiment un rôle qui est essentiel. Et puis, concrètement, les enfants, ils vont de par eux-mêmes, ils vont vers elle. Et puis, ils lui disent quoi, par exemple, un peu concrètement Alors, j'imagine, mais après, elle est tenue au secret professionnel, Évidemment. qu'on collabore quand même étroitement. Donc, il y a des informations qu'elle est obligée de nous donner pour qu'on puisse mener un travail d'équipe. Mais c'est vraiment un espace un peu comparable peut-être aux psychologues, où vraiment ils peuvent déposer quelque chose, mais en même temps, il n'y a pas un suivi officiel. Donc, c'est une personne ressource vers qui ils peuvent se tourner et surtout qui fait un lien hyper précieux avec les familles.
Donc il y a beaucoup d'enfants, par exemple, où les parents sont en situation de divorce qui vont chez elles pour essayer de régler des conflits de loyauté ou retrouver un peu leur place dans leur famille ouais, voilà, enfin, se remettre un peu d'attaque pour la suite. Et en fait, on voit clairement que quand ils reviennent de chez elles, ils sont beaucoup plus apaisés en classe et on peut continuer le travail. Or, avant qu'elles soient là, on ne pouvait pas s'immiscer dans les familles pour essayer d'aller creuser, voir ce qu'il y avait au niveau familial. Et pourtant, j'en tire pas une conclusion générale, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont des comportements problématiques en classe, qui ont en parallèle, en même temps, des situations problématiques dans leur famille. Donc on a vraiment l'impression que c'est corrélé. Et pour compléter, l'avantage des travailleurs sociaux, c'est qu'on n'a pas besoin... Enfin, on appelle au secours, on explique brièvement la situation et il peut venir avec l'accord du directeur, mais je ne crois même pas du directeur d'école, mais on n'a pas besoin de faire une demande officielle et un signalement aux parents, ce qui demande énormément de temps et que les parents, des fois, refusent parce qu'ils sont justement dans des situations délicates et ils savent très bien que si on va mettre le nez de là-dedans, ça va les déranger. Donc ça, c'est très bénéfique. Ouais. Donc on a un mécanisme là qui est assez fluide, qui relève finalement du simple choix de décision de l'enseignant et de l'enseignante, contrairement après, on y reviendra aux mesures qui sont liées à l'école éducative, l'école inclusive, pardon. À noter que toi, tu disais que dans ta classe, il y avait une travailleuse sociale à 50% et que dans certaines écoles, dans l'école, pardon, et que dans certains autres établissements, c'est un jour par semaine, juste pour relativiser ça et pas faire croire aux gens qui nous suivraient que dans tous les établissements, il y aurait une personne, un travailleur social, une travailleuse sociale qui serait là en permanence. Tu voulais rebondir là-dessus, je te voyais. Oui et non, en fait, le travailleur social, évidemment que c'est bénéfique, mais il faudrait, pour moi, qu'il soit à 100% et puis qu'il fasse partie complètement intégrante de l'équipe. Et puis, pour l'instant, c'est très nouveau, ça se met en route. Il y a tout un groupe qui travaille sur le cahier des charges vraiment du TSS. Et je pense que ça va aller qu'en s'améliorant. Pour l'instant, c'est assez récent, c'est assez nouveau. Donc, je dirais que c'est une des clés d'une réussite potentielle, mais ça fait partie de toutes ces ressources qu'on nous met un peu à chaque fois au compte-gouttes, comme ça, j'ai envie de dire. Et puis, dans les établissements, on en a maintenant un peu beaucoup de ces personnes ressources. C'est ce que souvent les conseillers d'État nous disent. On met beaucoup de moyens. Mais je pense que tous ces moyens, ils sont assez mal organisés, en fait. Pour moi, il y a vraiment une réorganisation à faire. Mais bien sûr, travailleur social dans nos classes, c'est primordial. Ouais, il faut vraiment qu'on laisse plus de place aussi dans nos écoles, je pense, au développement du bien-être, du savoir-faire, du savoir-vivre, du savoir-être avec l'autre. Et je pense que ça peut être aussi un de ces rôles qu'elle peut jouer, qu'ils et elles peuvent jouer, les TSS, dans nos classes. Ouais. Quand je vous écoute, ça me fait sacrément penser aux témoignages qu'on a pu avoir de personnes qui travaillent dans le MS ou qui travaillent en hôpital. En fait, on parle d'une classe, mais on parle de tant d'élèves ou d'enfants qui ont des problématiques potentielles à la maison, qui ont des joies, qui n'ont pas eu leur petit déjeuner, qui ont mal dormi, qui sont malades. Et en fait, vous êtes un peu un pivot. Vous devez faire un travail tout en tenant compte finalement de ces diversités-là, rien que dans ce qu'on vit au quotidien, quoi, en fait. Ouais. Donc voilà, pour le parallèle, ça m'a fait penser à ça, je trouve. Ouais. C'est le travail avec l'humain, et c'est pour ça que c'est un travail passion, et on espère pouvoir garder toute notre énergie pour nos petits humains, et pas pour nos papiers. Et puis, pour illustrer ça, toi aussi, tu me racontais, Léonie, ce cas d'un élève où tu vois que tout d'un coup, il commence à réécrire en majuscules. Parce qu'en fait, je trouve que c'est important qu'on ait en tête qu'être un enseignant, c'est être confronté à une vingtaine d'élèves
et il faut avoir l'œil partout. Et tiens, cet élève-là, tout d'un coup, il y a un souci. Est-ce que j'ai le temps de prendre le temps pour voir quel est le problème? Je ne sais pas si tu veux juste reparler de ça. Bah, comme je le disais avant, en fait, le bien-être de l'enfant influe directement sur ses apprentissages scolaires. Et puis, l'autre jour, alors que c'est un élève qui allait tout bien en français, je me suis rendu compte tout d'un coup qu'il réécrivait en majuscule en milieu de 4H. Et je me suis dit, tiens, mais c'est surprenant parce que, d'où ça sort? Et puis, en fait, j'ai pas eu besoin de creuser très longtemps avant de comprendre que c'était justement la situation familiale qui était en train d'imploser, qui le menait à se détacher en fait de l'école. Et puis là justement, on a pu faire appel à la travailleuse sociale, mais en fait, si on ne l'avait pas eu, ou s'il y a des jours où elle n'est pas là, ou comme ça, dans notre quotidien, on doit toujours rebondir sur ce genre de situation. Et c'est pas possible, des fois, en plein milieu de leçon, de sortir pour s'occuper du bien-être de cet enfant et être disponible pour qu'il puisse juste déposer et continuer à être présent avec le groupe et pour lui-même. Et il y a tellement de choses qui passent à la trappe, qu'on en soit consciente ou pas. C'est normal, on ne peut pas tout faire de manière parfaite. Toujours est-il que si on était 2 en classe, c'est clair et net, parce qu'on le vérifie déjà à plein de moments durant la semaine où on a des appuis. Mais quand on est 2, on a un peu plus cette disponibilité-là. Or, c'est pas quelque chose qui est défini et qui est construit comme ça. Donc, à voir pour la suite. On va en reparler parce que juste après, on va parler de l'école dite inclusive. Mais ça me fait penser aussi au témoignage qu'une autre enseignante donnait. C'est que, en fait, une fois, elle s'est penchée vers une petite fille qui allait bien et qui ne fait pas de bruit et qui n'a pas de problématique. Et en fait, la petite fille l'a regardée en lui disant « Oh, mais t'as vu que j'existe, quoi ?» Parce que jusque-là, elle avait dû éteindre les incendies, s'occuper des enfants qui ont des grosses problématiques. Et en fait, vous devez ne pas oublier les enfants qui, a priori, vont bien, quoi. Et ça, c'est encore une difficulté. Et puis, par rapport à l'école inclusive, je sais pas si tu veux... L'école inclusive, voilà, bam. On en a parlé un tout petit peu il y a 2 semaines. On faisait une émission donc, il y a 2 semaines avec des personnes qui travaillaient en institutions spécialisées. Donc on avait un peu un autre point de vue là-dessus. Mais peut-être commencer par définir, en fait, c'est quoi l'école inclusive? On en entend beaucoup parler. Dire qu'elle fait couler beaucoup d'encre, ça serait un euphémisme. Est-ce que vous pourriez nous définir cette école inclusive? Et puis après, peut-être expliquer en quoi ça consiste concrètement avec les mesures. Alors ça, c'est vraiment un de mes chevals de bataille assez favoris. Donc là, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais je vous rassure, on va... tu as 30 secondes. Pour moi, c'est marrant ta question, justement, parce que pour moi, c'est justement la définition qu'il faut revoir, en fait. Pour moi, l'école inclusive, en fait, pour l'instant, ce que c'est les MAR, donc c'est les mesures d'aide renforcées qui font partie de l'école inclusive. Tous les autres enfants à besoins spécifiques ne font pas partie officiellement de l'école inclusive. Ça, c'est déjà la vraie définition. Et pour moi, ça, c'est complètement faux, en fait. Pour obtenir... Juste peut-être, donc tu dis les élèves qui bénéficient d'une mesure MAR, donc mesure d'aide renforcée, concrètement, c'est quel type de... Alors, justement, c'est ce qu'on se disait quand on a préparé cette émission aussi. Pour obtenir une MAR, il faut faire beaucoup de démarches, il faut que l'enfant soit vu par un spécialiste, il faut que des bilans soient faits, il faut qu'un diagnostic soit posé. Déjà ça, pour moi, c'est un gros problème. Et puis une fois que l'aide est obtenue, si elle est obtenue, c'est entre 4 et 6 unités de soutien par semaine dans la classe. Donc pendant quelques petites heures sur toute la semaine, l'enfant qui bénéficie de cette aide
a une enseignante spécialisée ou un enseignant spécialisé à ses côtés. Mais moi, ce qui me pose un gros problème, je vous donne un exemple concret qu'on vit actuellement dans une classe de la ville de Fribourg. Il y a une petite chouchou qui a une grande malformation à ses deux jambes, qui ne peut pas se déplacer toute seule, donc qui a une MAR. Cet enfant va bien, elle apprend bien, elle est chou comme tout, elle n'a jamais posé d'autres problèmes que des problèmes de déplacement. Et en fait, elle a 4 unités de soutien, mais il y en a plein d'autres, en fait, qui n'ont pas du tout d'aide et qui posent passablement plus de soucis de la gestion de la classe, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, la définition, il faut la revoir, en fait. Ces élèves, c'est parce qu'ils n'entrent pas dans les critères pour bénéficier de mesures MAR, ou est-ce pour d'autres raisons, parce que ça prend trop de temps, ou parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui encadrent le processus? Alors, ça peut être plusieurs façons. Soit les parents ont refusé du soutien, et ça, vraiment, c'est délicat, parce que nous, on est des généralistes, les enseignants. Donc, ça veut dire que même si on compare, si tu vas chez le pédiatre avec ton bébé et que tout à coup, le pédiatre dit il y a peut-être un problème au cœur, donc il nous envoie chez un cardiologue, en tant que parents, en général, on accepte. Mais nous, comme enseignants, qui sommes aussi des généralistes, eh bien, quand on propose à certains parents, et puis c'est délicat, parce que, en tout cas, quand on les a en 1-2H, on casse un peu l'image, mon enfant va bien, tout est parfait, tout va bien. Donc, on doit vraiment beaucoup observer pour avoir des observations fines, détaillées, formuler ça toujours en positif par rapport à ce qu'on connaît du développement de l'enfant. Donc, c'est beaucoup d'observations fines sur un seul élève par rapport aux autres, à toute la masse qui va bien, quoi. Et puis, donc, un entretien, 2 entretiens, essayer un peu de convaincre les parents, puis j'aime pas ce mot, mais de les prendre avec pour qu'on aide et qu'on apporte le soutien nécessaire pour cette problématique. Ça peut être une problématique de comportement, ça peut être des problématiques d'apprentissage, des problématiques perceptives. Enfin, il y a un joli panel. Et nous, on doit donc remplir un document de signalement détaillé. Les parents doivent accepter, mais peuvent refuser. Et donc, s'ils acceptent, ça prend encore beaucoup de temps parce qu'il y a vraiment manque de personnel dans les services auxiliaires qui, justement, sont les compétents pour définir le diagnostic. Nous, on ne peut pas poser un diagnostic ni de dyslexique, tous les 10. Ce n'est pas notre rôle de poser des diagnostics, donc on a besoin de spécialistes. Donc, le temps de signalement et jusqu'à la prise en charge et peut-être ou non l'acceptation des parents, la prise en charge pour un bilan, et le bilan, ce n'est pas encore la prise en charge réelle, ça peut des fois durer 1 année, quoi. Donc, tu signales difficilement et tu réussis à faire que les parents soient OK, donc tu crées un lien pour que les parents soient OK, et après, ils doivent attendre 1 année pour un bilan en psychomotricité, mais c'est la catastrophe, parce qu'en fait, ces enfants, ils gauchent dans leurs difficultés pendant toute l'année. Et puis les parents, tu as une perte de confiance quand même par rapport à ton diagnostic. T'as demandé, mais ça ne se fait pas. Et puis voilà, puis ça c'est un exemple parmi tant d'autres. En logopédie, il y a pas mal d'attentes aussi. Et quand c'est des problématiques physiques, comme toi tu as relevé Noémie, moi j'ai eu une petite fille qui avait une microphthalmie, donc à l'AI direct parce qu'il lui manquait un œil. Là c'est direct, c'est en place, avec des aides, des soutiens mis en place. Après, des fois, on est finaux, puis si c'est comme toi, tu l'as dit, un élève qui va bien, on bénéficie quand même de l'appui pour d'autres. Les enseignantes spécialisées sont aussi en manque d'effectifs, hein. Donc, elles font le plus qu'elles peuvent, et quand elles débarquent dans les classes, elles essayent, pour la plupart, d'apporter leur soutien à tous ceux
qui en ont besoin. Mais elles sont aussi en grand manque de DPT également, quoi. Moi, j'ai envie de redire aussi, encore une fois, qu'il faut réharmoniser, il faut remettre les rôles, redéfinir ces rôles, aussi avec les logopédistes, les psychomotriciennes et les psychologues. Pardon. Parce que ce sont des personnes ressources qui nous seraient hyper utiles, mais pour l'instant, c'est plutôt un enfant avec une thérapie individuelle, donc un enfant qui sort de la classe pour aller 3/4 d'heure avec sa logopédiste. Donc la logopédiste, elle est uniquement en seul à seul avec un seul enfant. Pour moi, mais ça n'engage que moi, je pense qu'il faudrait vraiment arriver à les prendre avec nous aussi dans le corps enseignant. Elles font pas du tout partie du corps enseignant, elles sont pas là les mercredis après-midi. Donc en fait, c'est un petit peu des pièces comme ça qui sont un peu rapportées, mais moi je pense qu'une vraie collaboration avec elles serait plus qu'essentielle, en fait, primordiale. Moi, je vais même un peu plus loin, mais je sais que je m'avance quand je dis ça. Pour moi, une logopédiste devrait venir dans une classe et puis prendre un petit groupe d'enfants qui a des difficultés sur une prononciation ou je ne sais quoi, ou des petits choux qui ont un petit peu de peine à faire la fusion syllabique. Voilà. Donc, pour moi, il y a un coup de sac vraiment à donner dans les mesures d'aide qu'on apporte à nos élèves. C'est vrai qu'on bénéficie déjà... Enfin, là, moi, j'ai travaillé qu'en ville, donc je parle pour mon expérience, mais on a quand même chaque année plusieurs, voire pas mal d'unités d'aide en classe, et pour cause, elles ne sont pas là pour rien. Et comme tu l'as dit aussi, Noémie, après, elles bénéficient à des enfants qui n'ont pas encore eu de bilan, mais reste que c'est une sacrée cuisine interne et que ça demande de la souplesse quotidienne pour vraiment jour après jour voir quel objectif est à travailler et quels enfants ont besoin de rejoindre un petit groupe de travail ou de l'individuel, etc. Enfin, c'est vraiment une... Oui, ouais, ça c'est nous qui sommes, comme tu le disais avant, Geneviève, pivot là au milieu, à essayer de faire au mieux pour répondre aux besoins de chaque enfant, mais aussi à l'état de la classe et des enseignantes. Enfin, voilà, comme tu le disais, on travaille dans l'humain, donc on doit s'adapter constamment. Je rebondis là-dessus parce que effectivement, en fait, la charge de travail de l'enseignante, c'est aussi coordonner toute cette grosse équipe qui gravite autour de ses élèves. Et puis, pour moi, je reviens avec le co-enseignement, je le hurle, je le crie et je répète co-enseignement, parce que s'il y a deux personnes référentes sur une classe, déjà, il y a un double regard. Il y a 2 cœurs, il y a 4 petits yeux qui observent plein de petits êtres humains là. Et du coup, si tu as un référent, c'est vachement plus simple et on peut beaucoup plus avancer. Et en fait, ce qu'on constate aussi, je ne suis pas la seule à le constater, dans tous les domaines, c'est comme ça aussi, plus de personnes gravitent autour d'une situation, plus les rôles se perdent, puis finalement, il y a des patates chaudes qui se refilent, et puis finalement, on ne sait plus trop qui fait quoi, puis tout à coup, il y a des choses qui se font bêtement pas, en fait, parce qu'on pensait que c'était l'autre qui allait faire. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment un grave problème aussi, et ça rajoute une gestion à l'enseignante, encore une de plus sur son cahier des charges. Mais pourtant, si tu es 2 dans une classe, parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé mes années difficiles d'enseignement quand j'avais une équipe de... Je vais pas dire... Moi, je dis les foufous cinglés, mais c'est pour être aimable. Certains élèves, des fois, ils te démontent la classe. Tu as un élève, je suis navrée de dire ça, mais tu as un élève perturbateur qui n'a pas de mesure d'aide, mais ça te fait une dynamique de classe qui est difficilement gérable, pour ne pas dire ingérable. Moi, j'ai beaucoup d'expérience, et puis je me suis souvent dit, non mais si c'est un jeune qui ramasse une classe comme ça, c'est horrible de dire ça, qui ramasse une classe comme ça dans ses débuts de carrière, il pose les plaques. Oui, il fait un burn-out ou je ne sais pas quoi. Donc nous, en tout cas, là où j'ai travaillé mes dernières années, et où on a eu quand même quelques années bien assaisonnées, eh bien, ce qui nous a sauvés et permis de tenir bon, nous et les élèves, et ceux qui vont bien, et ceux qui avaient besoin de plus de soutien, c'est d'être 2, mais tout le temps dans la classe. Donc, comme en 1-2H, on a quand même pas mal de demi-jours où on a des demi-classes, donc 12 maximum, on préférait être avec 24 élèves, 2 enseignantes,
on n'a même pas trop demandé à notre directeur. On a mis ça en place avec mon collègue et on était tout le temps les deux. Et dès que justement un petit est bizarre le matin quand il arrive, parce que c'est vrai qu'il arrive des choses très complexes. Moi, j'ai une maman d'élève une fois qui est arrivée en disant « Colette, mon mari s'est pendu hier soir, mon fils il a vu, et puis il faut que je... » Au moins, quand on est deux, on peut prendre le temps avec l'élève sans rien dire, mais d'aller s'en occuper. Il a besoin, quoi, parce qu'il nous les pose quand même à l'école. Donc, le co-enseignement, moi je te rejoins Noémie, mais ça veut dire soit accepter, et on n'a pas les locaux, parce que nous on peut faire ça en école enfantine, parce qu'on a des locaux dans lesquels on a des demi-classes souvent. Mais dès que tu es en primaire avec 20, 22, 24, 28, non 24, eh ben tu peux pas mettre 40 élèves dans une même classe, parce qu'il faut être dans la même salle ensemble. C'est pas retirer ceux qui posent problème et les mettre ailleurs avec un petit groupe. C'est être ensemble, deux enseignements, deux regards. Et t'as cette intelligence collective, tu peux réagir, parce que tu t'arrêtes un moment, des fois, avec les petits, ces petits moments de transition, tu les perds. Ils croient que c'est la foire. J'aimerais juste rebondir parce que je ne suis pas sûre que ce soit bien compris si on n'est pas dans le milieu de l'enseignement. Colette a pu être en co-enseignement avec son collègue d'à côté. C'est deux classes différentes, hein. Son collègue avait une classe enfantine, elle avait une autre classe enfantine. Et ils ont pris le parti de mettre tous leurs élèves ensemble. Parce que, attention, pour l'instant, le co-enseignement, ça n'existe quasiment pas. Ils nous parlent d'un projet pilote qui est en train de se mener. On a beaucoup d'espoir, mais on ne sait pas trop où ça en est. Mais concrètement, ça veut dire qu'on devra payer plus d'enseignants. Là, ce n'est pas le cas parce que c'était deux classes différentes, juste deux classes enfantines différentes qu'ils ont mis ensemble. Merci pour la précision, c'est bien parce que j'aimerais réagir encore à la difficulté de l'école inclusive. Je me souviens avoir lu dans un article dans le journal de l'ancienne coprésidente du syndicat des enseignants-enseignantes qui a dit « Aucun canton n'a encore vraiment réalisé l'école inclusive ». Ça veut dire qu'il n'y a pas les moyens qui sont faits, qui sont donnés pour ça. Et puis, y a une des possibilités, c'est le co-enseignement, certes, mais dans ce que, il me semble, le syndicat des enseignants-enseignantes a besoin, ce serait éventuellement de ces mesures d'aide ordinaire ou d'une espèce de paquet qui serait donné plus facilement aux directeurs d'établissement, qu'on puisse peut-être faire des mesures d'aide ordinaires comme ça à utiliser quand il y a besoin. Je sais pas, c'est quelque chose dont vous... Ouais. Ils ont des paquets, des enveloppes, mais ils sont un peu économes et ils les dégainent peut-être pas assez rapidement. Et je trouve que, mais ça je ne sais pas si ça pourrait se confirmer ailleurs, je trouve que petits élèves, petits problèmes, c'est quand même un petit peu quelque chose qui plane quand même. Et on croit que les très jeunes élèves font moins de problèmes que les plus âgés. Mais en fait, c'est pas vrai. Il faut démarrer vite quand c'est là, même si c'est des élèves de 4 ans. Donc ces mesures d'aide, franchement, chez nous, là où j'ai bossé ces 2-3 dernières années, elles étaient trop économisées. Et ça fait des dégâts quand même. Partout, ouais. On entend ça dans tous les domaines, finalement. Chaque franc investi, plus jeune on investit, moins ça potentiellement coûte cher plus tard. J'ai un peu fait ma phrase à l'envers. Choisir où on dépense, quoi, clairement. Ouais, choisir où on met les sous parce qu'on nous impose des réformes qui sont extrêmement coûteuses et qui nous servent à nous dans le terrain à peu près rien. Et par contre, on nous refuse des équivalents plein temps de psychologues ou de TSS ou d'aide ou d'appui. Là-dessus, j'avais une question. Je ne sais pas à quel point elle est politiquement correcte, mais parce que dans l'émission d'il y a 2 semaines, quand on parlait d'école inclusive, ce qui était sorti, c'était un peu 2 choses. C'était d'une part, bon oui, prenons soin de chaque cas, de leur singularité, c'est ce que vous disiez au début, où on sent bien qu'en fait, il y a une sorte de prise en charge de plus en plus individualisée des différents cas, et dans cette école inclusive, il y a quand même cette dynamique de, oui,
permettons à chaque enfant, avec peut-être un TSA, etc., de pouvoir faire une scolarité normale. En même temps, ce qui a été dit aussi, c'était que c'était aussi une mesure un peu politique, parce que en voulant inclure tous les élèves dans l'école normale, eh ben, on s'économise le coût de les avoir dans des institutions spécialisées, ce qui coûte beaucoup plus cher. Et puis que pour inclure véritablement des élèves à besoins forts, particuliers, ça nécessiterait des besoins qui sont pas mis. Mais du coup, la question que j'avais, c'est vous qui êtes vraiment en première ligne de ce phénomène-là, est-ce qu'il y a des enfants où vous êtes là, mais en fait, évidemment que c'est pas pour son bien-être qu'il est là, évidemment que ça va prendre peut-être 6 mois, 1 année, 2 ans, mais in fine, il va devoir forcément quitter l'école, et puis peut-être qu'on aurait pu s'éviter d'une part le stress de l'enseignante qui doit prendre ça en charge, d'autre part peut-être pour l'enfant lui-même, quoi. Enfin, la nécessité de s'adapter une nouvelle fois à un environnement pendant 2 ans. C'est clair. Alors j'aimerais parler d'un exemple, parce que pour moi, vivre avec nos gens, donc avec toute la panoplie de ce qui existe, parce qu'à Fribourg, on est quand même des champions pour les mettre en institution. Donc à Romont, par exemple, il y a le centre éducatif qui a demandé, parce qu'on était proches géographiquement, qui nous a demandé régulièrement, plusieurs années à la suite, de faire des intégrations partielles d'élèves qui sont en institution. Et donc ça a été accepté, et on avait, c'était sur mes jours, 3 matinées par semaine où alors l'éducateur spécialisé ou l'éducatrice spécialisée venait dans notre classe avec 3 élèves, je ne sais pas quel mot utiliser pour bien dire, qui étaient adaptés à pouvoir être intégrés momentanément avec soutien dans la classe dite ordinaire. Mais c'est dingue comme ça fait des possibles pour les élèves qui sont dans les classes ordinaires. On avait des élèves on avait un élève en situation d'autisme, on a le droit de dire ça, et qui parlait pas. Alors il nous a appris le langage des signes pour une chanson, parce qu'après c'est toujours la difficulté, c'est bon, ces élèves qui viennent d'ailleurs et qui savent un peu moins, on pourrait se dire ça. Donc comment présenter ça à des élèves de classe ordinaire pour qu'ils soient quand même respectés, et qu'est-ce que ces élèves-là peuvent nous apporter. Donc on a vu plusieurs années de suite 2 ou 3 élèves, mais avec l'éducatrice spécialisée. Mais c'était magnifique d'inclusion, avec une chaise roulante, tout le monde voulait aller pousser la chaise, ou on prenait l'ascenseur. C'est vivre avec toute la panoplie des personnes qui font partie de la société, quoi. C'est vraiment l'école inclusive, ce serait ça, mais alors il faut donner les moyens, quoi. Il ne faut pas nous les balancer dans les classes sans soutien. Je trouve que c'est magnifique cet exemple, mais c'était une institution qui a mis aussi l'argent et l'énergie, et puis c'était pas seulement l'État qui a mis l'impulsion, mais au contraire c'est plutôt l'institution qui a mis l'impulsion, et ça c'est dans l'idéal, l'école inclusive, on est tous d'accord, tous les enseignants je pense du monde qui le font avec leur cœur sont complètement pour l'école inclusive, mais pour moi elle a quand même des limites, malgré alors le peu de moyens, ça on va pas le répéter encore 112 fois, mais moi j'ai certaines situations en tête où les petits chouchous n'avaient pas les moyens, ne prenaient pas assez de choses dans l'école ordinaire. Moi j'ai enseigné en enseignement spécialisé à Saint-Joseph, une institution avec des enfants qui ont des troubles du langage notamment, et c'était magique d'avoir tous ces moyens. Ils avaient de la logopédie tous les jours, même 2 fois par jour, et j'avais une toute petite classe, on n'était que 7 tout le temps, 7 ou 8 tout le temps, et il y avait une psychométricienne qui connaissait tous mes élèves, il y avait des logopédistes qui les prenaient en charge, je vous dis, 2 fois par jour, et c'était une toute autre façon de fonctionner, et ces petits loups-là, certains beaucoup d'ailleurs, ont pu réintégrer les classes ordinaires à partir de la 5H, parce qu'ils étaient partis dans la lecture avec des coachs de vie et vraiment qui étaient là autour d'eux. Donc
pour moi, il n'y a quand même pas assez de place dans les institutions. Je ne partage pas tout à fait la même opinion que Colette, parce que je pense qu'il en faut, en fait, des institutions. Et il y a des enfants qui ont besoin d'être beaucoup, beaucoup plus encadrés, de manière beaucoup plus proche. Et pour l'instant, les moyens dans l'école ordinaire, ils n'y sont pas. Du tout, du tout. Je trouve intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une trajectoire qu'on a peu en tête. Ce truc de, au début, oui, tu vas en institution spécialisée pour te donner les premiers outils, et puis qu'en fait, ça ne veut pas dire que tu vas rester là, puis qu'il y a un moment où peut-être, voilà, là, tu as assez confiance en toi, tu as les outils nécessaires, et puis ça, c'est vrai j'ai l'impression que c'est plutôt la logique inverse. En mode, une fois qu'il est là-bas, ouais. Alors moi, j'ai eu la chance, en tout cas, d'accompagner des C'est enfants dans ce intéressant. processus-là, et c'est tellement une joie merveilleuse de les revoir arriver à l'école. C'est fantastique. Ouais. Donc, à la fois, les besoins, et puis aussi quand même, se mettre en condition, ou à l'école primaire et dans la société, se mettre en condition de pouvoir apprendre de ces personnes. Et puis ce qui pose aussi des questions sur lesquelles on ira juste à la fin, de performance, de compétitivité. Ouais. Est-ce que sur l'école inclusive, il y a encore à dire quelque chose? Question. Mais peut-être que du coup, je vais poser la question qui va te permettre de répondre. En fait, on a compris que pour avoir des mesures particulières, il faut faire des demandes particulières. Ça veut dire que ça vous demande un travail administratif énorme. Peut-être que ça aussi, c'est un surplus de travail que, je sais pas, vous pouvez quantifier ou comment. J'imagine que c'est énorme. C'est vrai que quand il y a des suspicions d'un trouble ou de l'autre sur un enfant, comme ça a été dit avant, nous, on n'est pas apte à poser un quelconque diagnostic. Du coup, ça nécessite pas mal de contacts avec divers professionnels, des rendez-vous avec les parents, etc. Et puis ensuite, déjà des observations quotidiennes pour remplir des documents. Et puis ensuite, des rencontres avec les parents, comme je l'ai dit. Comme tu l'as dit, Colette, c'est pas toujours bien reçu du premier coup. Donc voilà, c'est un peu des allers-retours durant des semaines ou des mois pour en arriver à quelque chose. Et des fois pour en arriver à rien aussi. Donc là aussi, c'est de la collaboration avec les enseignantes spécialisées ou les autres professionnels, mais c'est beaucoup de travail pour en arriver à des fois une unité d'aide par semaine. Mmh. J'imagine que ça peut amener beaucoup de frustration, autant pour vous qui devez faire tout ce travail. Finalement, peut-être qu'un parent refuse, ce qui veut dire que c'est un enfant en souffrance, peut-être une classe aussi en difficulté, mais peut-être que aussi c'est une espèce de mensonge entre guillemets qu'on fait aux parents en disant on va s'occuper, et puis qu'après il y a tout un processus administratif qui se met en route ou pas, un bilan, un an d'attente. Enfin, je veux dire, c'est aussi des espoirs parfois déçus, quoi. Oui, et pourtant, c'est vraiment le rôle de l'école. Et on le dit, on le crie sur tous les toits. Oui, votre enfant, s'il a besoin de logopédie, il aura de la logopédie. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. On a même parfois, assez souvent, proposé d'aller en logopédie privée pour les parents qui avaient les moyens de le faire, parce que c'était beaucoup, beaucoup trop long d'attendre une année dans le développement d'un petit bout de chou qui a 4 ans et quelques mois. C'est énormissime. Et il perd beaucoup de choses qu'il pourrait gagner beaucoup plus vite. Il y a une question. Alors, je finis encore. Moi, j'aimerais dire que, par exemple, moi qui ai commencé il y a très longtemps, qui ai enseigné il y a très longtemps, je pense qu'on signalait moins. Alors, on avait des enfants plus âgés. On n'avait pas la 1-2H, mais je pense que la 1H, mais je pense que peut-être des fois on pourrait laisser quand même l'élève évoluer encore ou attendre avec bienveillance. Je veux dire, si l'articulation du S elle n'est pas mise en place à 4 ans et demi, mais c'est pas grave, on sait bien que ça c'est des acquisitions qui vont à 6-7 ans. Après, il y a les dents qui tombent, donc ça tu zozotes de nouveau. Donc là, peut-être
on n'est pas tous d'accord sur signaler vite ou comment on peut peut-être aussi faire évoluer différemment. Il y a eu une intellectualisation de l'école quand même dans les années 80 où on a voulu que les élèves soient compétents dans le cognitif. On a le plan d'études avec cette flèche magnifique là aux 5 couleurs, 6, maintenant ils ont rajouté Ednum. Avec la flèche, la pointe de la flèche, c'est vraiment les acquisitions sociales et de bien-être personnel. Nous, par exemple, à la réunion de parents, maintenant, et moi j'ai enseigné à la HEP, je disais ça aussi aux étudiants, cette partie-là de la flèche qui est un peu en second lieu, qui est moins sur le cognitif, les apprentissages purs, reconnaître les chiffres, reconnaître les lettres, ces choses-là, en 1, 2H, c'est ça la base de l'école, c'est savoir vivre avec les autres, jouer avec les autres, exprimer ses émotions et tout ça. Et dans les moyens d'enseignement qui nous sont proposés, c'est un peu quand même plus basé, je trouve, sur le cognitif. Donc, peut-être ça c'est dû aussi aux attentes parentales de mon enfant doit réussir, il faut qu'il réussisse, mais on a des élèves qui savent les lettres et qui savent plus les parties du corps, quoi. Moi, c'est troublant, quoi. Donc, on fait des fois des retours en arrière sur des choses plus perceptives, plus simples, moins dans le cognitif. Et ça, c'est une base, je pense, qui fait un terreau propice aux apprentissages cognitifs. Donc, on peut pas aller plus vite que l'acquisition de base. C'est marrant parce qu'en fait, on prend 20 élèves avec leurs particularités, leur individualité, leur rythme de développement, tout ce qu'on sait du développement du système neurologique. Et puis, de l'autre côté, on a un père, enfin des choses qu'on doit acquérir. Ça veut dire qu'on a une photo de classe au début avec, tu parles souvent de petits chouchous, 20 élèves tous différents dont on célèbre la diversité, ce qui est très super. Et de l'autre côté, on doit les faire entrer dans un moule au bout d'un moment. Et avec j'imagine que ça crée un état de tension et chez vous et chez eux. Et puis, on n'a pas parlé encore du système de notes, qui, au bout d'un moment, entre en jeu et puis qui, peut-être, met aussi une pression des parents, mais aussi de tout le monde, quoi. Je me souviendrai, je crois, toute ma vie de l'introduction du PER, le plan d'études roman. Il y a eu un avant et un après PER, mais avant PER, on avait déjà des objectifs qui étaient fixés et définis. Donc, simplement, on les a remis dans une espèce de Bible qui n'est pas très facile à la lecture, d'ailleurs, avec des espèces d'abréviations qu'on est censé mettre dans nos journaux de bord et faire référence à ces abréviations dans ce fameux PER. Et pour moi, en tout cas, j'ose le dire et je l'assume, pour moi, ça n'a été que de la paperasse et que du faire pour faire. Pour moi, le père ne m'a absolument rien amené dans ma pratique. On l'a fait parce qu'on devait le faire, mais vraiment comme des petits-enfants obéissants. Et puis, il y a un autre truc que j'ai envie de soulever par rapport à ce PER. Pour moi, encore une fois, je dis souvent la même chose, mais il faut tout revoir, il faut faire des gros coups de pied dans la grosse fourmilière, parce que, à mon avis, on doit laisser beaucoup plus de place aux apprentissages transversaux. Ils nous parlent de capacités transversales et ils prônent les capacités transversales dans tous les domaines. Donc, on en fait autant en mathématiques, quand on est en français, on fait des capacités transversales. Le truc, c'est qu'on charge toujours plus la grille horaire. On a rajouté, par exemple, l'anglais il y a quelques années sans rien enlever de plus, de moins. Donc, il faut faire toujours plus, mais avec toujours moins de temps. Et du coup, chaque fois qu'on a des petits moments pour l'ambiro, l'enseignement biblique roman, par exemple, qui apprend le respect des différences et tout ça, c'est souvent ça qui passe à la trappe parce que dans le programme, il y a vraiment trop à faire. Et pour moi, on doit mettre... Après, ça, c'est mon opinion. Je sais qu'elle n'est pas partagée par tout le monde. Mais pour moi, on doit garder du temps dans les grilles horaires tous les jours, genre 20-25 minutes de temps d'ambiance de classe, de savoir-vivre, de savoir-être, d'échange, de problèmes peut-être qu'on a eu, de trouver des solutions ensemble pour avancer et d'accueillir les émotions et de travailler réellement sur les émotions. Pas seulement à l'école enfantine, mais en primaire après aussi. Oui, c'est vrai que si on en revient à cette idée de co-enseignement, de mon vécu actuel, quand je suis seule, je suis vraiment beaucoup dans le savoir-faire. On leur apprend à savoir faire des choses, faire des calculs,
lire, écrire, etc. On est vraiment dans des capacités purement scolaires. Seulement quand on est deux, on a vraiment cette place pour le savoir-être qui est essentielle, comme tu viens de le dire. Donc, pour moi, ça, ce serait vraiment un des avantages principaux à être deux en classe, tout le temps, un maximum de temps en tout cas. Et puis moi, je rebondis par rapport à la grille horaire. Ça, c'est... Regardez-moi bien. Ça, Pour les c'est... personnes qui écoutent du fond de leur cuisine, là, il faut regarder le visage de Colette. c'est faire son travail ou faire son métier, quoi. Quand on a une dotation horaire en 1-2H, il y a encore des environ tant d'heures de telle branche par semaine. Mais dès qu'on arrive en 4, 5, 6, 7, 8H, c'est 7 heures de maths, 5 heures de français, ou peut-être je dis des chiffres, c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment minuté en 50 minutes, et puis tu passes d'une branche à l'autre. Donc, les capacités transversales et travailler en projet, tout ce qu'on nous prône et qui est réellement bénéfique et qui peut faire entrer les parents aussi dans une compréhension de l'école différemment, la grille horaire, ça botte tout. On doit rendre un journal de bord très précis, des grilles horaires très précises qui sont contrôlées. Alors on fait, et puis après on déborde, on fait un petit peu comme on arrive. Mais la grille horaire, ouais, c'est vraiment à bannir. Ouais, j'ai l'impression, parce que ça résonne aussi avec ce qu'on a entendu lors d'autres émissions, rendre des comptes, quoi. On doit de plus en plus rendre des comptes. Le premier exemple qui m'arrive en tête, c'est à l'hôpital, par exemple, où les protocoles sont de plus en plus détaillés, toutes les informations doivent être notées. La grille horaire, évidemment, mais en même temps, il me semble que la chance de l'enseignement et l'endroit où ça résiste, c'est la classe. C'est qu'en fait, il y a ce truc un peu magique qui se passe en cours, l'apprentissage, le rapport humain-humain. Et ça, j'ai l'impression un peu à chaque niveau de l'école, il y a cette résistance-là où on sent bien qu'on ne va pas réussir à... On ne peut pas rendre des comptes, surtout on peut faire des notes, mais on sait bien qu'elles ne disent pas tout, quoi. Oui, mais la grille horaire en primaire, ça va, parce que t'es le même prof dans la même classe, ou t'es un duo. Mais dès que t'es au secondaire, la grille horaire, c'est la base, quoi. T'as fini tes 50 minutes, tu passes à la suite. Et c'est complexe de faire des liens, mais certains arrivent. Mais c'est complexe de faire des projets interdisciplinaires, ce qui est pourtant la base d'une compréhension réelle des apprentissages pour les élèves. Dès que tu mets en lien, ah ben oui, il faut savoir le français pour écrire un texte, pour comprendre la géographie, parce que l'histoire, si, et puis en art, il s'est passé ça à telle époque, la Révolution, c'est pour ça qu'ils ont dessiné comme ci, comme ça. Je veux dire, cette compréhension-là, moi, élève au secondaire, je ne l'ai en tout cas pas eue. Et j'espère que maintenant, ils arrivent un peu plus à faire des liens entre les branches. C'est pas, tu saucissonnes pas l'école comme ça en une rondelle de salami, une heure de maths, une heure de français, une heure d'écriture. On retrouve ça dans les grilles horaires des 3H. Ils sont tous en train d'écrire en même temps pendant 30 minutes. Ils sont tous en train après de faire des maths 30 minutes. Si on est deux profs, on peut faire différemment. Puis ceux qui savent bien écrire, mais ils n'ont pas besoin de faire 15 lignes de A, mais on passe à la suite. Ils ont peut-être besoin de plus dessiner ou plus faire du perceptif. Enfin, ouais, faut tout refaire là. Tu parlais vous parlez finalement toutes d'une transformation nécessaire de l'enseignement. On en est où du partenariat social avec, je sais pas, j'imagine, on a vu dans toutes nos émissions qu'en fait, il faudrait questionner les gens du terrain pour prendre des décisions. Je me souviens aussi que le syndicat des enseignants ou le SSP, je me souviens, a déposé une pétition avec presque 3000 signatures d'enseignants-enseignantes. Ça veut dire que, est-ce que ce dialogue est possible ou est-ce qu'il se fait ? Alors moi, je suis très engagée dans le service, dans le SSP, donc le syndicat de tous les services publics. Pour moi, c'était important d'être dans celui-ci et pour avoir aussi la vision d'autres collègues dans d'autres milieux, dans d'autres métiers, notamment la santé, voilà. Donc, on s'engage énormément. On rencontre Madame Bonvincent-Sonnance et tous ses collaborateurs à raison de 2 à 3 fois par année. Et on
malheureusement, le sentiment que j'ai quand je ressors de ces séances, c'est qu'on ne parle pas le même langage, en fait, et on se comprend difficilement. Et puis, dans tous les domaines, on a créé des postes qui n'existaient pas vraiment avant. C'est des personnes qui travaillent dans des bureaux, qui n'ont plus du tout eu d'expérience de terrain avant ou d'expérience de terrain actuellement. Et du coup, on nous parle de choses qui sont complètement à côté des besoins du terrain, encore une fois. Et malheureusement, nous, au SSP, on met énormément d'énergie là-dedans. On a créé un intersyndicat, tu l'as dit très justement. On a obtenu beaucoup de signatures avec nos 4 revendications qui nous semblaient essentielles. Donc, je les nomme vite. On a beaucoup milité avec le comité pour la sobriété numérique à l'école contre EDNUM. Ça, c'était une de notre 4. On a pour un co-enseignement ou une baisse d'effectifs. Donc ça, on en a largement parlé. Donc tous les enseignants étaient vraiment avec nous et derrière nous. On demande de revoir le système d'aide. On en a passablement parlé aujourd'hui aussi. Et la 4e revendication... tout d'un coup, maintenant je m'emballe, je sais plus. Je vous la redis quand non, j'ai pas noté. mais en tout cas, on a beaucoup d'enseignants qui sont avec nous et on va pas lâcher. Et les syndicats sont là pour ça. Et par contre, on a besoin de mobiliser. Donc, je fais un petit appel aussi. Je me permets d'avoir le micro pour dire qu'on a besoin de membres actifs ou passifs, mais de membres quand même, parce qu'on a besoin de moyens pour réussir à faire entendre la voix du terrain. Il y avait une question là. Anaël, il y avait une question. Alors, on a le ski, c'est comme une pizza qui nous demande est-ce que le PAF amène aussi des points positifs comme le ralentissement de la numérisation à l'école? De quoi? Est-ce que le PAF amène aussi des points positifs comme le ralentissement de la numérisation à l'école? C'est vrai que dans les mesures abandonnées au moment 1, dans le PAF, effectivement, le budget qui était consacré à Eneo, actuellement Eneo, a été abandonné. Mais c'est un problème, c'est une remise probablement à plus tard. On n'a pas encore parlé du vrai problème de la numérisation et de l'utilisation des écrans à l'école, il me semble. Alors, je ne pense pas que c'est le PAF qui a fait qu'on aura potentiellement un peu moins pire que ce qu'ils avaient prévu à la base. Je pense clairement que c'est grâce à nous, et puis là, on peut se jeter des fleurs parmi, parce qu'on s'est beaucoup mobilisé contre EDNUM, et du coup, c'est grâce à nous, je crois. Ce n'est pas du tout grâce au PAF. Pour moi, le PAF, c'est juste des coupes budgétaires dans des endroits où c'est prioritaire. Donc, le fonds, en fait, c'est pas du tout les mêmes fonds aussi au niveau budgétaire. On nous explique souvent que les pots sont pas communs. Donc, le pot EDNUM, il est pas du tout commun au pot PAF et des compagnies. Donc, à mon avis, peut-être que je m'emballe un petit peu parce que je suis vraiment contre ce PAF et contre les outils numériques trop nombreux à l'école. Donc, non, je répondrai que non. Encore? Ouais. Ok. On arrive gentiment, je pense, au bout de notre discussion. On aimerait juste vous demander si vous avez encore des choses à rajouter. Et moi, j'aimerais déjà vous remercier, chacune, d'être venue et d'avoir parlé ouvertement et franchement. Un constat, c'est que l'école doit s'adapter à une société qui est quand même une société de performance, que vos petits élèves sont victimes aussi de ça, de cette société qui produit toujours plus, qui consomme toujours plus, qui valorise la réussite et la performance. Voilà, on est un peu victime de ça, donc on cherche toujours un peu des solutions en amont et peut-être que de penser au dialogue social, de penser aux conditions de vie, à la précarisation, des choses comme ça, ça va être aussi
un élément qui va avoir une influence sur l'école. Donc maintenant, je vous laisse la parole et après, on demandera dans la salle s'il y a encore une question. Mais d'abord à vous. En conclusion, moi j'ai envie de remettre l'élève au centre, toujours et encore, l'enfant au centre de tout. Et l'enfant doit être plus fort que l'argent. Donc l'argent n'a rien à voir là-dedans. L'enfant doit pouvoir trouver sa place dans une école qui lui fait une place. Et puis je pense que c'est impératif actuellement juste d'apprendre le sens critique, de redonner le goût de l'effort à nos élèves, parce que dans cette société, ça se perd beaucoup. Je vois beaucoup de mes élèves qui n'ont plus du tout envie de fournir d'efforts pour y arriver, d'essayer de trouver par soi-même, d'avoir vraiment du sens critique par rapport à ce qu'ils observent sur les réseaux, ce qu'ils entendent partout. Donc je pense que c'est impératif qu'on apprenne à utiliser ces outils numériques, parce que ces enfants sont un petit peu dans un flot d'informations, que je pense que l'école a un gros rôle à jouer avec ça, mais c'est pas en mettant des tablettes et des ordinateurs dans les mains des enfants qu'on va apprendre le sens critique. Voilà, ça me tenait à cœur juste de rajouter ça, et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Moi, je remercie vraiment les gens du terrain, donc les collègues, enseignantes, la direction, les psychologues, logopédistes, psychomotes, etc., qui sont vraiment, avec qui on peut collaborer étroitement et grâce à qui, en fait, on arrive à tenir. J'aime pas dire ça, mais en fait, on tient. C'est la réalité du terrain. On aimerait pouvoir s'épanouir autrement que comme ça, mais je pense qu'on est avec des équipes de convaincus et motivés et un peu folles des fois sur les bords de rester là-dedans, mais on sait pourquoi on le fait, et c'est vraiment grâce aux gens du terrain. Aux directions aussi qui nous soutiennent dans les projets. Mais ça demande beaucoup d'énergie, et merci aux collègues. Et aux parents, évidemment, aussi. Voilà. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Je suis d'accord avec toi, Noémie, par rapport à l'enfant au cœur, avec ce qu'il est en devenir. Je suis d'accord avec toi aussi. Heureusement qu'on ait des équipes de collègues, qu'on peut collaborer. Voilà. Et puis, il ne faut pas faire des coupes sur l'avenir des générations futures. Donc, je suis désolée, mais non au PAF, quoi. Je suis obligée de le dire. Non au PAF. Non au PAF. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on va le rappeler, comme lors d'autres émissions précédentes. En fait, on s'est rendu compte que les émissions qu'on voulait d'abord faire sur le PAF, en fait, elles sont devenues des émissions sur le service public. Parce que c'est important d'avoir un autre discours sur le service public, peut-être aussi de dire, mais en fait, ces questions de coupe budgétaire, c'est pas vraiment de ça dont on veut parler, mais ça nous tient à cœur, c'est important pour la société, pour la cohésion sociale, mais pour nos vies, pour notre bonheur, pour nos joies de tous les jours, d'avoir des services publics qui fonctionnent bien, avec des travailleurs et des travailleuses qui travaillent dans des bonnes conditions. Et c'est pas parce que les conditions dans le privé, elles deviennent de plus en plus difficiles, précaires, on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne voient plus sens dans leur travail, qu'il faut imposer ça au public. Faisons peut-être plutôt l'inverse. Pourquoi je dis ça? Pour dire que c'est vrai qu'il n'y a pas de mesures dans le PAF qui touchent immédiatement l'école. Il y a ce truc sur l'éducation numérique, on en a parlé. Et sinon, les principales mesures, c'est ça, c'est sur les gels des salaires. Et là, peut-être qu'on peut terminer là-dessus en constatant, ce que vous savez bien, mieux que personne, qu'il y a une grosse différence de salaire en Suisse romande, dans le canton de Fribourg, entre des enseignants-enseignantes à l'école primaire qui est dans la classe 18. 18 enseignements primaires, 17 AC. Après, dès que c'est des enseignants spécialisés, là, ils ont plus. Ouais. Parce qu'ils ont un master. Ouais. Nous, on a un bachelor. 3 ans à l'HEP. 3 ans à l'HEP, ou 4 ans d'école normale, 3 ans à l'HEP, puis après, école spécialisée. Unie. Mais donc, pour dire que vous en êtes catégorisé dans cette grille salariale-là, alors que les personnes qui travaillent au CO, les personnes qui travaillent au collège sont encore plus valorisées. Et on dit ça évidemment pas dans le sens où il faudrait mettre tout le monde vers le bas, mais dans le sens où il me semble que ce qu'on voit bien dans cette émission, c'est que le travail se complexifie, que vous devez gérer de plus en plus des problèmes qui viennent aussi de la maison, que l'aspect éducation il augmente, que en fait vous devenez presque des chefs d'équipe pédagogiques, puisque ce qu'on a vu quand même pour les personnes qui ont connu l'école primaire
d'il y a 20 ans, c'est qu'en fait maintenant il y a toutes sortes de métiers, des logos, des psychos, ce qu'il y avait peu ou pas avant. Donc évidemment que tout ce savoir-faire qu'on vous demande en plus, il mériterait une meilleure valorisation. Alors que là, on va simplement geler l'indexation et puis une série de mesures comme ça qui vont vous faire perdre encore du salaire. Donc merci beaucoup, merci à vous trois d'être venus. Ah, il y a une dernière question du public. Ouais, alors on la prend. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, je lui donne le micro. Bonsoir. Tout d'abord, je souhaite remercier les personnes présentes ici de s'être exprimées sur ce sujet qui est fondamental pour moi. Vous savez, je travaille également avec les enfants. Ils sont le cœur de mon travail. Et puis, à ce propos... Mais Saint-Nicolas, alors on a le Saint-Nicolas qui est sur le plateau. Ah mais non. Venez dans la... Alors ça, on va pas manquer. Sur mes genoux, Saint-Nicolas. Purée. Vous êtes le vrai Saint-Nicolas. Le vrai Saint-Nicolas, bienvenue. C'est le grand Saint-Nicolas. Alors si jamais Saint-Nicolas, c'est un micro, enfin je sais pas à quel point vous êtes entraîné hier, mais il faut bien parler dedans. Ah, je commence à connaître, mais j'avoue, je ne suis pas spécialisé. Dites-moi si ma moustache aussi fait trop de bruit sur le micro. Tout ce qui a été dit ce soir ici est formidable. Je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter, mais j'aimerais peut-être raconter une petite anecdote. C'est le vrai Saint-Nicolas, hein, je vous dis. Oui, je passais dans la rue ici en rentrant chez moi. Je suis un peu fatigué, excusez-moi, c'était un week-end intense pour moi. Mais je trouve très important ce qui se fait ici et je tenais à venir écouter. L'anecdote que j'avais envie de partager, c'était le fait que quand je distribue les friandises aux enfants, je leur demande régulièrement qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient devenir plus tard. Et j'entends de plus en plus la réponse j'aimerais être le meilleur, j'aimerais être la meilleure. Ce qui est important pour moi, c'est de devenir la meilleure. Et c'est quelque chose que j'entendais pas autant avant. Et je me demande quelle est l'influence. On en a parlé un peu. Je pense que ça peut être effectivement peut-être que l'information, finalement la formation, passe de plus en plus par des plateformes numériques. Tous les réseaux sociaux que je connais pas bien, YouTube, Instagram, Twitch. Et je pense qu'on met en valeur sur ces réseaux sociaux que les personnes qui réussissent le mieux. Et j'imagine que l'école, la formation peut être un endroit où on peut apprendre à fonctionner autrement, c'est-à-dire à mettre en valeur le fait de collaborer, de réussir ensemble plutôt qu'individuellement. Et j'ai l'impression que votre discours allait dans ce sens-là, et ça me réjouit énormément de voir que contre ce mouvement de la société, il y a une mobilisation, il y a quelque chose qui se fait, que à mon avis, ça va dans le bon sens pour mettre en place dans l'éducation quelque chose qui propose une alternative à ce qu'on peut voir dans le monde numérique. Bravo Saint-Nicolas. Merci. Saint-Nicolas président. Ah oui, voilà. Saint-Nicolas président. Oui, bien. Saint-Nicolas, je vous coupe la parole ou, Non, président, malheureusement pas. Je suis patron de la ville, mais j'avoue que c'est un patron qui, dans le monde actuel, a de moins en moins de pouvoir. Peut-être le seul. Saint-Nicolas, merci de venir dans notre émission Sans peur et sans paf, c'est incroyable. Hier, dans votre discours, là-haut sur la cathédrale, vous avez dit « ce paf, c'est comme une baffe ». Et en plus, vous avez dit qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque économie, il y a une personne. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire au sujet du paf ? Oui, j'ai été honnêtement profondément choqué par ce qui a été annoncé dans le PAF. Je suis de tout cœur avec votre lutte. À savoir que, au-delà de ça, ça me touche aussi personnellement. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de faire notre travail avec les pères fouettards. Ils ont été, on en a parlé, ils ont été déclassés. Leur salaire a diminué, puisque bon, c'est un métier qui ne fait plus rêver, je dois vous dire. Donc on peine à trouver des remplaçants et c'est plus... Voilà, exactement. Donc je partage vos préoccupations à ce niveau-là. Ça a été plus loin, ils grignotent un peu tout ce qu'ils peuvent. Ils ont demandé de réduire de 10% la quantité de beurre dans les biscombes. Voilà, et je dois m'occuper maintenant moi-même de Balou. Voyez, à mon âge, c'est pas très correct, je trouve.
Et puis, j'aime bien passer du temps avec mon âne, mais malheureusement, je n'ai plus le temps pour faire mes autres choses. Je dois passer la plupart de mes dimanches à coller moi-même les étiquettes sur mes biscombes. Donc, pour vous dire... Avec plaisir, on pourra poursuivre la discussion. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait eu une grève puisque de toute évidence, vous êtes concerné par le PAF aussi. Est-ce que vous avez fait la grève ou est-ce que vous auriez fait la grève avec le service public ? Oui, j'aurais bien voulu venir dans la mobilisation. Je n'ai malheureusement pas pu, mais je suis venu sur le balcon de la cathédrale. Je ne crois pas que je n'ai été remarqué. J'étais tout seul ici. Par contre, de là, j'ai pu voir la mobilisation qui a eu lieu pour les services publics et j'étais de tout cœur avec les discours et les messages qui ont été annoncés. C'est sûr qu'une grève le 6 décembre, pour une fois, ce serait plus visible que le 1er octobre. Tout seul sur votre balcon, c'était triste. Maintenant que vous le dites, ça m'a traversé l'esprit, le 1er octobre, de me dire peut-être qu'il faudrait que je fasse grève. Voilà. Le stress de fin d'année a fait que j'ai oublié cette idée, je vous avoue. Ça fait quelques siècles que je fais ce métier et la routine a pris le dessus. Et vous avez parlé du service public, vous-même, vous donnez des soins, de l'attention, vous vous occupez des enfants. Quelque part, vous êtes aussi le service public, mais avec toutes ces réorganisations, le travail administratif qui va augmenter probablement pour vous aussi. Est-ce que, dans votre discours, hier, vous avez dit « je vais veiller sur vous chaque jour », mais aurez-vous encore le temps ? C'est une très bonne question. Je pense que je partage les difficultés ici. C'est-à-dire que je dois rendre de plus en plus de comptes. Le temps que je peux consacrer à mes tâches prioritaires est également chronométré. Et j'en perds de plus en plus sur les procédés administratifs que je maîtrise très mal. Parce que la plupart passent à travers des interfaces que je ne connais pas bien. Je m'en sors pas, je fais beaucoup d'erreurs. Et je pense que j'ai de moins en moins de temps pour ces tâches-là. Par contre, comme elles sont la partie la plus essentielle, c'est-à-dire le contact avec les gens, l'attention, je pense que c'est là qu'il ne faut pas couper. En tout cas, personnellement, j'essaye de résister et de mettre l'accent là-dessus, quitte à ne pas bien remplir mes fiches Excel. Bravo Saint-Nicolas! Un Saint-Nicolas tout en résistance, ça fait chaud au cœur. Mais je crois que vous devez partir. Est-ce qu'il y a pas, on pourrait pas terminer sur une touche un peu positive? Est-ce que peut-être que vous pourriez signer en fait le référendum? Est-ce qu'on a... parce que, alors, petit message au public, on en profite, on a Saint-Nicolas, coup de pub, signer le référendum jusqu'au 5 janvier. Jusqu'au 5 janvier. Saint-Nicolas, si vous voulez... Avec plaisir, volontiers. Attendez, je vous tiens... Plus que les mots, j'aime pouvoir passer à l'action, même si c'est un acte symbolique. J'espère que ça pourra encourager d'autres. Ah mais zut, en fait, il va y avoir un problème, Saint-Nicolas. Nicolas. Vous êtes domicilié où? Puis vous êtes né quand? Parce que... c'est que ces fiches sont vérifiées par les communes, sauf erreur. C'est ça, ouais. Vous avez le droit de vote? Oui, je pense que j'aurai un petit peu de peine, mais je vais mettre à la cathédrale Saint-Nicolas Oh là, à je suis pas Fribourg. sûr que ça marche, mais une feuille pour lui tout seul, ça va. Mais j'espère qu'elle va passer, hein. Il y a intérêt. Ouais. Et puis la signature, alors ça, on va la cacher peut-être, on va pas la mettre, on va pas la montrer à l'écran. Waouh, Saint-Nicolas. Oh, wow. Mais on n'a pas votre date de naissance. C'est que moi-même, je m'en rappelle plus très bien. Bon, on ira On checker fait sur plus Wikipédia. mon anniversaire de canonisation que ma date de naissance. Je vais mettre celui-ci. Autrement, c'est pas valable. Voilà. Saint-Nicolas, Magnifique. merci du fond du cœur. Le fait que vous soyez là, ça nous met en joie. On est heureux de vous savoir à nos côtés. Et puis on vous libère à l'année prochaine. À l'année prochaine, Saint-Nicolas. Bonne route, Saint-Nicolas. Merci. Merci beaucoup. La joie est de mon côté de voir qu'il y a des lieux comme ceux-ci à Fribourg. La joie est de mon côté de voir qu'il y a des lieux comme ceux-ci à Fribourg. Merci, au revoir. Au revoir. Aïe, Au aïe, revoir aïe. Saint-Nicolas, bon voyage. Bon voyage. À l'année prochaine. Ok, C'est le grand alors sur ce départ du Grand Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. on vous dit au revoir. C'était la dernière émission pour cette année. On fait une deuxième partie? Oui, alors on va faire une petite pause de 10, 15, 20 minutes, histoire aussi de nous remettre de nos émotions là. Et puis après, on revient. La deuxième partie,
ça sera un bilan. Donc on sera un peu entre nous. Si vous voulez rester d'ailleurs, vous pouvez rester. Et puis on parlera de ce qu'on a fait. Voilà. On vous remercie beaucoup. Bonne soirée à celles et ceux qui partent. Pour les autres, à tout de suite. Et merci encore à vous trois. Bravo!